Un support, du partage, les menus, des bonus ou encore les vidéoclubs, c'est tout ça que l'on a perdu avec l'arrivée de la SVOD. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir avec nostalgie sur la grande époque du DVD. Mais tout d'abord, laissez-moi tout de même vous faire un petit historique de quand, comment et dans quel contexte a été créé le DVD. Revenons-en. Quelques années en arrière, avant sa création, le marché de la vidéo domestique était largement dominé principalement par la VHS, qui est l'abréviation de Video Home System, qui a été créée dans sa forme la plus démocratisée à la fin des années 70. Le vidéosaure. Jurassic Park, la vidéo. La VHS se voulait vraiment comme le moyen parfait pour les cinéphiles ou moins cinéphiles d'enfin pouvoir consommer du grand cinéma, de grands films directement à la maison. Et ce parce que à ce moment-là, la télévision était vraiment en train de bouffer toutes les parts de marché des salles de cinéma plus traditionnelles. Pour complètement se replonger dans ce contexte très différent de celui d'aujourd'hui, il faut vraiment que vous arriviez à visualiser qu'un film, une fois qu'il avait fini ses semaines d'exploitation en salle, et donc une fois qu'il n'était plus diffusé, il devenait tout simplement inaccessible. Et ce jusqu'à une potentielle reprogrammation du film, si le studio le voulait bien. Je sais, ça peut choquer dans un monde surconnecté comme aujourd'hui. C'est dans ce contexte bien particulier que la VHS a pu s'imposer comme le porte-étendard du cinéma facile d'accès et à bas prix. Et donc aussi et surtout de pouvoir les revoir à loisir sans devoir bouger de chez soi. Après, je m'étendrai pas trop dessus, mais il y a bien eu un concurrent à la VHS sous le nom de Betamax, lancé par Sony, qui dans son ensemble était très proche de la VHS, avec certes une meilleure qualité, mais permettant bien moins de temps disponible sur un seul support, ce qui évidemment lui a fait perdre la bataille, vu que la demande du public était en premier lieu d'enregistrer un maximum de programmes télévisés, ce que les lecteurs VHS avec leurs cassettes dédiées à l'enregistrement permettaient bien plus. Qui permet de regarder une cassette vidéo tout en enregistrant une autre cassette vidéo, qui permet de copier une cassette vidéo sur une autre cassette vidéo, qui permet d'enregistrer en continu, tenez-vous bien, sur près de 10 heures. La copie, c'était le futur. Malheureusement, un problème est rapidement apparu. La conservation de ces supports fonctionnant à base de bandes magnétiques. Pour faire au plus simple et au plus vite, il s'agissait essentiellement d'un film plastique enroulé autour d'une bobine qui était composée d'un matériau magnétique. Grosso modo, c'était essentiellement et en quelque sorte comme les bobines qui diffusaient les films en salle, mais ici enfermés dans une cassette. Mais avec une technologie malgré tout différente. Du coup, ça n'avait pas grand chose à voir, hein. Mais vous m'avez compris. Le problème que cela posait comme pour les cassettes audio, ah bah voilà une comparaison plus judicieuse, qui correspond un peu plus à la cassette vidéo. Autant pour moi. Le problème que cela posait, c'est que, de par son principe physique et matériel, ce système s'usait au fur et à mesure des utilisations, ce qui provoquait des artefacts disgracieux qui finissaient alors par perturber le visionnage. Comme vous vous en doutez, à tout problème trouvé par le public, les industriels trouvent leur solution. C'est ainsi qu'ils ont commencé à chercher à trouver un successeur à ce support roi dans les foyers, dont les gens en étaient submergés. Et quoi de mieux d'ailleurs que de faire repasser toutes ces personnes à la caisse, en promettant d'obtenir tout cela dans une meilleure qualité, et avec beaucoup moins d'espace requis. C'est ainsi qu'une des premières alternatives à arriver pour les remplacé a été le Laserdisc en 1978, qui se voulait être le tout premier système de stockage optique. En gros, pour faire extrêmement simple, il s'agissait d'un système qui utilisait des disques plats pour stocker des données en masse, permettant aussi de stocker beaucoup plus de données variées que sur une VHS qui, elle, était très limitée par la taille de sa bande magnétique. Ce support permettait notamment d'ajouter des films potentiellement plus longs et de meilleure qualité tout en offrant un rendu audio fidèle au film original, sorti en salle. Sans oublier qu'il offrait un support beaucoup plus solide dans le temps qu'une VHS. Le problème, c'est que ce système n'a pas du tout pris, principalement en raison de sa taille. Pour vous donner un meilleur ordre d'idée, même si j'en ai pas malheureusement sous la main, un laserdisc dans les plus grands formats avait presque la taille d'un vinyle, ce qui, par rapport à une VHS, était vachement imposant. Et bien évidemment, comme beaucoup de choses qui n'arrivaient pas à s'imposer, son prix était proportionnellement bien plus élevé que celui des VHS, qui restait beaucoup moins cher et donc accessible pour le commun des mortels. Et c'est là que le grand sauveur est arrivé. En effet, en 1995, le DVD, le Digital Versatile Disc, ce qui en français donnait le disque numérique polyvalent, est donc enfin arrivé sur le marché. Quelle est belle notre langue! Les marques à qui l'on doit l'arrivée et la démocratisation collective de ce format sont Philips, Sony, Toshiba et Panasonic, dont certaines avaient déjà été les pionnières et initiatrices du format VHS. Cette avancée a mis 10 industriels d'accord sur le fait que le nouveau standard serait le DVD, inondant immédiatement le marché avec ce format, rééditant ainsi tous ses grands succès et films à l'avenir. Retour vers le futur! Le futur est de retour pour la première fois en DVD! Nom de Zeus.
Et puis surtout, le DVD était un format accessible, monétairement parlant, ce qui était bien évidemment primordial pour lancer le support auprès du grand public. Comme vous le savez, cela a été le cas bien évidemment, car le DVD a rapidement écrasé la VHS, qui a pris fin au début des années 2000. Maintenant que nous avons retracé ensemble l'arrivée de ce fabuleux format sur le marché, il me semble bon de revenir sur ce que le DVD a apporté, mais aussi et surtout tous les souvenirs qu'il nous a laissés. Et des souvenirs, j'en ai autant que j'ai de DVD. C'est-à-dire vraiment beaucoup. Et bien évidemment, qui dit DVD dit format physique. Et cela bien plus encore, je trouve, que les VHS. Car de fait, de par la taille de son support principal et de ses boîtes, plus petites, les DVD offraient évidemment la possibilité d'accumuler beaucoup plus de films dans bien moins d'espace, tout en restant proportionnellement à la cassette des objets plutôt généreux dans leur aspect matériel et visuel. Avec le DVD, les studios qui produisaient des films et des séries ont grandement pu se faire plaisir sur la manière dont ils allaient mettre en avant leurs œuvres. Quand je parle d'œuvres, je parle bien sûr des films et productions en elles-mêmes, mais aussi du support physique en tant que tel. Notamment car les couvertures étaient pour pas mal de films, soit directement les affiches ciné réadaptées au bon format, mais aussi et surtout pas mal changer et recréer une couverture différente pour ce support, proposant toujours plus d'ingéniosité pour intriguer et directement nous plonger dans l'univers du film, pour ainsi mieux ressortir parmi tant d'autres films en rayon. Après, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il est vrai que certaines covers étaient vraiment immondes et surchargées. Et quand je dis surchargées, c'est autant dans leur composition, mais aussi et surtout que de par cette surcharge de texte informatif venant nuire à l'impression globale de la cover. Ça n'empêche malgré tout que ces textes donnaient vraiment l'eau à la bouche. Et ce pour certains, car directement sur le boîtier du film, quelque chose qui ne passerait plus du tout à l'heure d'aujourd'hui, on est d'accord, ils mettaient directement des critiques ciné. Des critiques vraiment dithyrambiques. Et bien souvent, beaucoup trop pour pas grand chose. Mais surtout, cela nous indiquait la richesse des bonus que l'on pouvait avoir à l'intérieur, nous teasant en avance les bons moments d'une après-midi un samedi, sous la couette, avec un bon cacao chaud, sans aucun autre problème dans la vie. En fait là, je ne décris pas du tout la nostalgie du DVD. Bah oui, je sais, c'est la nostalgie d'être un enfant. Triste vie. Maman. Puis surtout, il ne faut pas l'oublier, mais le support du DVD par rapport à la VHS nous a surtout apporté de très chouettes visuels sur la face des DVD. Comme par exemple cette chouette illustration du film Shrek 2 avec tous ces personnages nous faisant face, nous regardant fixement dans le blanc des yeux. Au contraire, beaucoup de DVD Disney se contentent vraiment du minimum syndical, avec une face grise arborant simplement le logo du film. Après, ils faisaient déjà de bons et beaux films, ils n'allaient pas en plus de cela faire de beaux DVD. Maintenant, ils ne font plus aucun des deux. On devait s'estimer heureux à l'époque. Pour en finir avec le format physique à proprement parler, il ne faut pas oublier que l'arrivée du DVD a permis à énormément de studios de produire des packs de plus en plus fous, avec de plus en plus de DVD à l'intérieur, au fur et à mesure des années, faisant le grand plaisir des collectionneurs. D'ailleurs, j'ai un souvenir à ce sujet. À mon école, ils avaient un énorme coffret collector de C'est pas sorcier en forme de camion, là en carton, avec l'intégralité des épisodes de C'est pas sorcier, donc truc super génial. Et du coup, le grand classique, quand le prof était absent, on nous faisait visionner les épisodes de C'est pas sorcier. Sauf que ces gogols, ils diffusaient tout le temps les deux mêmes foutus DVD. Genre, il y avait quoi, une trentaine de DVD? On passait tout le temps les mêmes épisodes. Allez Marcel, fais chauffer la gueule! Énorme. Les DVD, ça renvoie aussi et surtout des souvenirs bien particuliers, qui sont vraiment très attachés à une époque et à un temps donné, et qui sont très compliqués à ressentir et à comprendre quand on ne l'a pas vécu. On peut notamment citer le fameux logo DVD sur l'écran de veille, qui aura c'est sûr fasciné une génération d'enfants. Vous êtes prêts? Un grand moment nous attend. Oh, il va toucher le coin, attention, attention! Oui, ça c'est le genre de moment clé où les gens nés dans les années 2010 nous jugent. Oui, les DVD, c'était très souvent des pages de pub autant pour de nouvelles éditions et ressorties de films, ou encore pour de nouveaux formats. D'ailleurs, petit aparté qui est plus à tourner vers la fin de vie du DVD, mais j'ai jamais compris les pubs vendant la HD des Blu-ray via des pubs sur un format DVD en 480p. Car du coup, quand j'étais petit, je me disais, mais je comprends pas, il n'y a pas de différence. Bon, j'étais con aussi, ça joue beaucoup. Mais aussi, les pages de pub, c'était surtout au final le moyen de découvrir des films avant leur sortie future au cinéma. Autant pour du teasing que ce qui allait arriver dans les mois à venir. Pour ainsi mieux nous intriguer et nous en apprendre plus. Étant donné qu'évidemment, à l'époque, Internet n'était clairement pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Et surtout, pas aussi simple d'accès et d'utilisation. Quand on voulait voir une bande-annonce pour un film, c'était pendant les pages de pub de la télé, voire même au journal. Ou sinon, c'était le cinéma et donc sur les DVD. Ils sont là. Quand la terreur plane, ils sont encore là. Quand les monstres
monstre se déchaîne. Et d'ailleurs, les pubs dédiées aux DVD, comme pour les VHS, c'était vraiment quelque chose. Tu en mets une, il ne faut pas 3 secondes à quelqu'un qui a déjà vu un DVD dans sa vie avant qu'il ne le reconnaisse immédiatement. Comme par exemple ce genre de pub. Redécouvrez le chef-d'œuvre Disney qui a marqué des générations. Le seul film d'animation à avoir été nommé dans la catégorie meilleur film et à avoir remporté 2 Oscars. Walt Disney Pictures est fier de vous présenter La Belle et la Bête. Ah, cette voix. Sans évidemment oublier l'une des pubs les plus ancrées dans son époque que n'importe qui a déjà vu cette pub pourrait reconnaître en quelques secondes. Et qui, vous n'allez pas me croire, avait même un menu de langue dédié à cette pub. Et je veux bien sûr parler de... Les mecs autour du marketing de cette pub sont des foutus génies. 20 ans plus tard, on se souvient tous presque collectivement de cette pub qui pourtant ne parlait que de ne pas télécharger des films. Ça, c'est pas du talent. D'ailleurs, pour en parler très brièvement, oui, l'arrivée du DVD a amené avec lui une grande vague de piraterie internationalisée. Dit comme ça, c'est vrai que pour la nouvelle génération, on dirait qu'on est tous partis à la recherche du One Piece. Sauf que vraiment pas. C'était juste des gens qui prenaient parfois 2 semaines pour télécharger un vieux film en format DivX, en 100p, filmé dans une salle de cinéma. Et ça, c'est seulement si t'avais la chance que ton fichier était bien celui qu'il prétendait être, et pas un imposteur. N'est-ce pas, les balles du dragon démolition? On pouvait vraiment tout faire pour voir un film. Ah, j'ai dit on. Vous ne m'attraperez jamais. Et bien évidemment, quand on parle de DVD, la véritable innovation par rapport aux anciennes VHS, c'est bien évidemment la taille des données qu'on pouvait ajouter dedans. Et donc, tout ce qu'on pouvait mettre en à côté du film. Et pour accéder à ces nombreux contenus bonus, il fallait bien évidemment passer par des menus. Les menus des DVD étaient vraiment une valeur ajoutée essentielle pour réussir à plonger le spectateur dans l'univers du film. Après évidemment, tous ne s'encombraient pas de cela. Mais pour une grande majorité des plus grosses productions, le menu était bien souvent parsemé d'animations inédites. Parfois, il s'agissait simplement de séquences déjà présentes dans le film, mais retravaillées et intégrées pour leur créer une toute nouvelle utilisation. Un bon menu, pour moi, c'était une idée originale dans sa présentation, mais qui collait malgré tout à l'univers du film, tout en étant pratique. Et en même temps, en fait, c'était aussi l'occasion d'écouter en boucle une musique du film qui collait parfaitement avec l'ambiance voulue, mais que l'on prenait aussi plaisir à laisser en fond, le temps de se préparer à lancer le film. Et oui, avant, on avait vraiment le bonheur des petites choses de la vie. Ta gueule, papy. Puis certains de ces menus avaient le bon goût d'ajouter des transitions animées spécifiques entre chaque section du menu. Cela témoignait d'un réel souci du détail, et surtout, c'était tellement satisfaisant que cela finissait par être un divertissement à lui tout seul. Je pense notamment à certaines animations dans les DVD de Star Wars qui avaient des transitions superbes. Sans évidemment oublier l'un des meilleurs à mes yeux, celui de Shrek 2, avec tous ses personnages prenant place dans chacun des encadrés du menu. Un vrai classique. Shrek 2. Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Pourquoi pas Shrek 2, le seigneur des ânes? Ça va pas, là. Ou Shrek 2, danse avec les ânes. Que nous allons avoir une... Ou bien alors Shrek 2, le pacte des ânes. Toi, oreille rabattue et bouche cousue, ok? Ou bien Shrek 2, la planète des ânes. Non. Qu'il se taise. Ou Shrek 2004, l'Odyssée de l'âne. S'il te plaît. Attention, j'ai les moyens de te faire taire. Shrek 2, Angélique, marquise des ânes. original. Taisez-vous, par pitié. Ou Shrek 2, l'âne de tous les dangers. Oh non. Ou Shrek 2, l'âne sifflera 3 fois. Non. Ah tiens, c'est pas mal ça. Shrek 2, l'âne des Baskerville. Non. Oh, soyez sympa, je me donne du mal. Je propose Shrek 2, y a-t-il un âne dans l'avion? Ah bah non, on l'a jeté par-dessus bord parce qu'il parlait trop. C'est n'importe quoi ça. Mais évidemment, ces menus devaient bien nous proposer quelque chose derrière chacune de ces cases de sélection. Sinon, à quoi bon s'investir pour faire un menu, on me dirait? Alors certes, sur une bonne partie des DVD dans leur édition classique, surtout ceux vendus à très bas prix, ils s'encombraient pas de faire un magnifique menu, et se contentaient du simple bouton play, du choix de la langue ou simplement du chapitrage. D'autres, par contre, nous offraient réellement une réelle plus-value et offraient même des fois un deuxième DVD offrant des heures de contenu exclusif. Et bon Dieu, ceux qui ont fait ça, qu'est-ce que c'était incroyable. Déjà, les DVD proposaient bien évidemment des making-of, nous apprenant comment nos films préférés ont été produits. On y voyait autant le réalisateur, les acteurs, les maquettistes, les animateurs, les maquilleurs, les décorateurs, les caméramans et bien d'autres à l'action. Ils nous présentaient leur travail, expliquaient leur méthode et nous permettaient globalement
également de percevoir plus facilement la passion et l'acharnement nécessaires pour produire des œuvres de cinéma. Je trouve vraiment que ces bonus et making-of étaient vraiment importants et ouvraient une réelle fenêtre de reconnaissance sur des métiers de l'ombre du monde du cinéma. Pour certains, ces bonus et making-of leur ont apporté la passion du cinéma et pour d'autres leur a même permis de trouver un choix de carrière. Personnellement, c'est ni plus ni moins qu'en regardant les making-of des premiers Spider-Man que je regardais en boucle que je me suis dit « Je veux travailler dans le cinéma et dans les arts visuels ». Bon, je ne suis pas au cinéma, je fais des trucs sur YouTube qui me rapportent pas d'argent, mais l'idée y est. Pour moi, c'était extrêmement important dans le contenu d'un DVD, car en plus de faire découvrir tout cela, il y avait vraiment un vrai côté documentaire avec des interviews, des différentes galères rencontrées lors de la production d'un film, voire même dans certains cas, voir le réalisateur, les acteurs et bien d'autres qui commandent le film de A à Z. Cela permettait évidemment aussi d'accroître l'attachement autour de certains films, voire tout simplement de prolonger l'expérience autour d'une œuvre. Par exemple, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup un film que je regardais en boucle qui était au demeurant pas très bon. Ce film était Les Looney Tunes passent à l'action, et ce qui m'a marqué, c'est qu'ils avaient eu la bonne idée de faire suivre les coulisses du film accompagnés de Bugs Bunny et de Daffy Duck au sein de la production pour nous accompagner dans la découverte. Un studio, c'est un monde absolument magique. Alors, monsieur The sait tout, qu'est-ce qui est indispensable pour faire un film? Un script, des acteurs, un grand réalisateur comme Joe Dante. Et au fait, Zo, dis-leur à quel point c'est formidable de bosser avec moi. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Pour les enfants, c'était vraiment très éducatif et cela permettait aussi de passer un peu plus de temps avec ces personnages qu'on aimait tant. Et puis les bonus en fonction des films, ce n'était pas que des making-of. On pouvait par exemple obtenir des scènes coupées du montage final du film de manière inédite, que jusqu'alors on n'aurait jamais pu obtenir autrement, mais aussi évidemment des bêtisiers. D'autres n'étaient même pas à vrai dire des making-of, mais juste des histoires abracadabrantesques des équipes qui bossaient sur le film. Par exemple, cette anecdote dans Toy Story 2. On nous apprend tout simplement dans cet extrait qu'en fait le film Toy Story 2 a failli ne jamais sortir. Tout simplement parce qu'en fait l'intégralité des fichiers du film ont fini par être supprimés. Mais encore une chance, une des personnes qui travaillait sur le projet avait un backup des fichiers du film sur son PC pour pouvoir travailler à domicile. Et ce pour pouvoir rester aux côtés de ses enfants et potentiellement leur montrer des bouts du film. Et après moult galères pour pouvoir ramener le PC sain et sauf au studio, ils ont pu récupérer une grande majorité des modèles 3D et fichiers perdus. Et donc finir le film Toy Story 2 dans les temps. Mais le clou sur le gâteau, non. Mais la cerise sur le gâteau, c'est mieux. C'est que l'on avait aussi plein de contenus annexes dans certains films qui témoignaient d'un vrai sens du détail et de l'envie d'offrir aux spectateurs une expérience complète. Car oui, sur certains DVD, de véritables mini-jeux y étaient intégrés. Je pense par exemple au mini-jeu du DVD de Shrek 2. Encore lui, où tu avais par exemple le moyen de jouer à retrouver le chapeauté qui s'était caché. Je vous ai mal jugé. Faire un quiz, ou participer à un concours du meilleur chanteur de Fort Lointain et de choisir le gagnant. Maintenant, qui sera la nouvelle idole de Fort Lointain? Serait-ce Pinocchio, Doris, le grand méchant loup, Prince Charmant, les trois souris vigleuses, Fibiscuit, le capitaine Crochet, le chapeauté, Shrek et Fiona, ou... Oui, il y a toi aussi, là. Donc après une mûre réflexion, avoir vu la prestation de chacun, mon choix va potentiellement se porter sur le prince charmant, qui a un talent certain. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm a model, you know what I mean, and I shake my little tush on the cat. Ouais non, c'est sûr, je vote pour lui. Et la nouvelle idole de Fort Lointain est... Hein? Oh non, c'est pas une bonne idée ça. Eh ben si, c'est moi les enfants. For what is a man? Mais c'était mon choix. What has he got? Mais pour moi, s'il y a bien une saga qui mérite la palme des meilleurs DVD jamais produits, c'est bien évidemment ceux de Harry Potter. Dès le premier film, un vrai jeu en mode petite aventure en point and click y était intégré. Bienvenue dans la grande salle. Bien des aventures magiques et indices mystérieux t'attendent. Tu devais tout d'abord commencer par accéder au chemin de traverse en reproduisant le même code secret fait par Hagrid dans le film, avant de finalement aller chercher des sous à Gringotts. Avec ces sous, tu obtiens une baguette que tu as d'ailleurs eu beaucoup de mal à trouver. Oh, être et ventricule de cœur de dragon, 22 cm et demi, très souple. Non, cette baguette n'est pas pour toi. Tu retournes à Poudlard sur le menu d'accueil pour aller dans la bibliothèque découvrir que Touffu ne peut être passé qu'en utilisant la flûte.
Maintenant que tu as toutes ces infos, tu peux te rendre sur la route de la pierre philosophale. Tu y surmontes les épreuves, plutôt facilement, à part une un peu aléatoire. 7 bouteilles. Certaines contiennent du poison. Une bouteille contient du vin et une autre te renverra d'où tu viens. En revanche, l'une d'elles te permettra de trouver la pierre. Tu as 60 secondes pour faire ton choix. Choisis bien. Et là, tu l'atteins enfin. Et ces génies, après tous ces efforts, t'offrent enfin le Graal. Des scènes inédites du film qui, à l'époque, n'avaient jamais été diffusées. Et pas qu'un peu, parce qu'il y en a 7. Et vous voyez ça, quand je l'ai redécouvert, je me suis rendu compte à quel point ce genre de choses, cette satisfaction bien particulière, ça malheureusement on ne pourra plus jamais le ressentir de la même façon. Et ce tout simplement parce que en 3 secondes top chrono, tu trouves tout ce que tu veux sur internet. C'est un fait. Ça fait mal. Certainement les rides qui poussent. Je les sens chacune sur mon visage, ça fait si mal. Je pourrais vraiment continuer à ressasser ça pendant des heures, mais juste pour dire, oui, le DVD a apporté une telle générosité dans le contenu que acheter un DVD était directement, je trouve à mes yeux dans la plupart des cas, un excellent investissement. Mais on a vite tendance à l'oublier, le DVD c'était aussi du partage et de l'accès simple à la culture. Et tout comme les VHS, les DVD étaient à l'époque grandement accessibles et louables au travers de bon nombre de vidéoclubs. Qui, pour faire au plus simple et pour les plus jeunes, et ça fait très mal de devoir l'expliquer de cette façon, était littéralement en quelque sorte un Netflix, un Disney+, un Amazon Prime en physique. Mais pour ça et pour en parler au mieux, autant directement se rendre sur place. Oui, on m'appelle Joséphine Ange Gardien, ou présentateur de Nintendo Direct. Donc quand on se retrouve ici, on se retrouve dans un réel morceau d'histoire, car dans les vidéoclubs comme celui-ci, n'importe quel film était mis à la même enseigne, quel que soit son budget ou son importance. N'importe qui pouvait finir par découvrir tout et n'importe quoi, le tout pour le prix d'une bouchée de pain. Ce qui permettait très rapidement de se faire une réelle culture cinéma, et encore plus grâce aux différents conseils et partages de culture qu'apporte le contact humain, que l'on pouvait y retrouver avec d'autres clients, ou tout simplement le loueur. À ce sujet, il me semble mieux de parler de cela avec le propriétaire des lieux, qui sera très certainement bien mieux placé que moi pour en parler. Alors, je m'appelle Juan et je suis le propriétaire du vidéoclub Video Express. Retrouver dans cette atmosphère remplie de diversité cinématographique, personnellement, cela me donne des émotions, un feeling que je pensais disparu à tout jamais. Et honnêtement, je m'en rends compte maintenant, ça me manque énormément. On ressent vraiment que le rapport au cinéma a tellement changé. C'est fou. Ouais, moi, c'est que moi j'aime ça, tu vois, le partage de films et faire découvrir des films que difficilement je sais pas que tu les trouves pas, mais c'est assez difficile de trouver. Tu vois, si je te donne celui-ci, tu vas jamais penser à aller le chercher, sauf si tu connais ou mais quelqu'un qui ne connaît pas, tu vas pas le voir en fait. Or un vidéoclub, ça te permet justement de, tu passes du temps, tu regardes et tu découvres des pochettes et ça va te donner envie, ou que dans les plateformes, en plus avec leur algorithme, finalement tout le monde regarde la même chose et c'est un peu triste. Je trouve que parcourir les allées de ce vidéoclub nous offre un aperçu fascinant de l'évolution des habitudes de consommation cinématographique qui ont fait un réel bond de géant, en bien comme en mal, et ce en ne prenant compte que les 20 dernières années. Malgré l'essor des plateformes de streaming, certains rares vidéoclubs comme celui-ci continuent de prospérer tant bien que mal. Par exemple, celui-ci fait partie des rares survivants du secteur en Europe. Moi j'ai vu la fin des vidéoclubs en fait, tu vois. En fait, quand le DVD est arrivé, c'était déjà quand même un peu la chute de la location des vidéoclubs. En tout cas, ce qui a fait que ça a été très vite, ça a été les plateformes, dont la première Netflix. Ça a été un coup de grâce en fait. Les plateformes, là, ça a vraiment... mais ça a été radical, hein. En un mois, on a facilement perdu 40-50% de la clientèle. Et c'est pour ça que les vidéoclubs, 6 mois après... ça a été une hécatombe. Ce que je trouve fou, c'est que le feeling que ça fait de vadrouiller dans les allées entourées de DVD et de juger un film juste à sa couverture et de trouver un film, de découvrir des films, c'est si précieux, si rare.
Bah oui, car là c'est sûr que ça change par rapport à la SVOD et leurs films perpétuellement mis en avant par un algorithme qui pense que tu n'aimes qu'un type de film, en allant même jusqu'à pouvoir changer les visuels mis en avant en fonction de ce qui pourrait t'attirer, en fonction des acteurs et des situations. Et surtout ici pas de question de droits de distribution partagés par plusieurs plateformes de streaming ou encore de modifications pour coller aux critères d'aujourd'hui. Je fais vraiment le vieux con en disant tout ça alors que je le reconnais volontiers, je suis le premier à me buter aux films dispo sur Netflix ou bien d'autres plateformes de SVOD de par la simplicité avec laquelle ils sont accessibles et s'invitent dans nos foyers. J'arrive à me désoler moi-même. Je suis vraiment une merde. Waouh. Pour finir, je me suis demandé si le DVD, donc le format physique en général, avait-il encore un avenir et est-ce que les studios vont encore prendre la peine dans le futur à s'encombrer du format physique? Moi j'ai l'impression, parce que moi ça fait 10 ans qu'on me dit c'est la fin du DVD. Moi j'ai l'impression que, ouais, il y a certaines catégories de films que moi j'ai l'impression qu'ils vont rester. Bah, de toute façon, le cinéma, il y a toujours des jeunes qui veulent découvrir des choses, donc ça s'arrête pas. Moi j'ai l'impression justement que les petits studios et ceux qui travaillent comme ils disent, mais j'aime pas trop le film d'auteur. Je crois qu'ils savent que les gens qui recherchent ces films-là, c'est des gens qui ont besoin du support. Et donc, c'est comme les disques, ils ne sont jamais morts en fait. Il y a toujours eu une niche qui est restée là. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura tout le temps, en tout cas, j'ai pas tous les gros films. Peut-être les Marvel, dans 2-3 ans, il n'y aura plus. Les Disney, il y aura peut-être plus. Mais il y aura d'autres petites maisons de distribution qui vont garder leur support. En tout cas, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de replonger dans ce plaisir de venir louer mon petit film. Il y a vraiment tellement de DVD qui me rappelaient des souvenirs dans ce vidéoclub et qui justement me rappellent des moments où je redemandais perpétuellement à ma mère de me relouer tout le temps les mêmes films. Ce qui, je vous l'accorde, était vraiment très con, sachant que j'avais vraiment la possibilité de découvrir une infinité de films. Mais donc j'en ai fini avec cette replongée nostalgique. Malheureusement, il est temps de revenir à l'évidence. Le support physique est plus que jamais en voie d'extinction, et ce, à mon plus grand regret. Car oui, le DVD, une fois la fin des années 2000, a commencé à doucement se faire remplacer par des supports permettant une meilleure définition et plus de stockage, avec le HD DVD par Toshiba et le Blu-ray lancé par Sony. Malheureusement pour Toshiba, le HD DVD ne va pas prendre du tout, et c'est bien évidemment le Blu-ray qui remportera cette guerre. Mais au final, peut-on vraiment parler de guerre gagnée par le Blu-ray quand on connaît les circonstances du monde du cinéma à l'heure d'aujourd'hui? Et ceci dû à la démocratisation de plus en plus massive de l'internet moderne, qui a grandement facilité l'accès gratuit aux productions audiovisuelles grâce aux fichiers massivement diffusés en ligne. Ce que l'arrivée de ce tout nouveau support, bien sécurisé avec plein de filtres anti-copie, pensait empêcher. Mais évidemment, les gens et les hackers étaient tenaces. Encore plus dans un monde où les grandes entreprises du cinéma demandaient perpétuellement de repasser à la caisse pour un même film, et ce à chaque arrivée de nouveaux supports promettant mondes et merveilles, expliquant d'ailleurs de ce fait que les DVD ont perduré bien plus longtemps que prévu. Ces nouveaux supports ne répondaient en plus pas du tout à un monde où les gens voulaient de plus en plus un accès simple et rapide à la culture, avec une envie de consommer inlassablement du contenu. Ce que malgré tout les DVD et les Blu-ray limitaient, malgré l'existence des vidéoclubs. Et vu qu'évidemment, à la fin, c'est toujours le public qui choisit, cela devenait évidemment une lutte très compliquée, créant en plus de cela une dévaluation perpétuelle du marché. Et c'est ainsi qu'au début des années 2010, le premier système de streaming SVOD de films et de séries à la demande en ligne est arrivé, le fameux Netflix, qui, à lui tout seul et au grand désarroi de bon nombre d'amoureux de cinéma, va finir par accaparer une grande majorité du divertissement audiovisuel à domicile, détournant certes de plus en plus les visionnages frauduleux, mais entraînant malheureusement par la même occasion un profond désintérêt du format physique. En détruisant ce secteur tout entier à petit feu, c'est l'une des plus grandes forces du cinéma que, à mes yeux, nous avons perdu. Pour moi, ce qui me marque dans ces films de l'époque de la VHS et du DVD, c'est leur côté ancré dans leur époque et leur temps. Comme des tableaux, ils devaient rester dans le marbre avec leurs forces et leurs faiblesses, mais aussi cet accès sans limite à tant d'œuvres diverses et variées dans leur style et leur genre. Le problème à ce propos, c'est qu'aujourd'hui, avec les plateformes de SVOD, rien ne les empêche de changer, couper des éléments d'une œuvre, modifier perpétuellement le film, en ayant du coup un contrôle constant sur les créations qu'ils sortent au fur et à mesure des années. Un peu comme s'ils faisaient au final des mises à jour perpétuelles de leurs films. Rien ne nous garantit la pérennité de ce que nous aimons voir en tant que spectateurs, le tout en nous conditionnant à rester perpétuellement dans notre zone de confort, là où le support physique c'était des fois prendre des risques, de pas aimer ou alors de découvrir notre nouveau film favori
et faire de bonnes découvertes. Combien de films ne sont finalement pas devenus des énormes succès qu'à partir du moment où ils sont sortis en physique? Sans oublier tout ce contenu annexe propre au format physique que l'on a perdu au change. Il me suffit de comparer entre le premier et le dernier épisode sorti d'une série en format physique pour voir que oui, ce marché est maintenant sous respirateur artificiel et donc sans réelle envie, invisibilisant par la même occasion des pans entiers des métiers du cinéma, de plus en plus oubliés, maltraités, sous-traités ou qui menacent tout simplement de disparaître. La SVOD n'a pas seulement tué le marché du DVD et du support physique, elle a aussi entraîné avec elle la disparition de toute une phase du monde fantastique du cinéma et du divertissement audiovisuel. Et la nouvelle idole de fort lointain est... Hein? Oh non, c'est pas une bonne idée ça. Eh ben si, c'est moi les enfants. C'était ma victoire. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not